Une zone humide? Qu'est-ce que c'est? Les zones humides sont désignées de manière générale par les milieux où l'eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel ainsi que la vie animale et végétale associée. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour faire simple, une zone humide est un endroit artificiel ou naturel qui est inondé ou gorgé d'eau de manière temporaire ou permanente. Et de ce fait, la flore et la faune qui se trouvent en ces lieux est variée et spécifique. Comment pouvons-nous identifier les zones humides? Il existe deux types de zones humides. Les zones humides continentales, comme les étangs, les mares, les marais, les bordures de lacs ou les tourbières, et les zones humides marines et côtières, comme les prés salés ou les lagunes côtières. Ces zones sont-elles protégées? La Convention relative aux zones humides d'importance internationale, ou Ramsar, est un statut de protection accordé par l'Europe. Elle permet la conservation du milieu et de ses espèces. Dans ces zones humides, une est particulière, les marais. Ce sont des milieux d'origine anthropique caractérisés par une gestion et un entretien spécifiques, afin de conserver leur caractère humide et leur qualité. En France, il existe la loi sur l'eau, qui précise que la végétation existante est dominée une partie de l'année par des plantes vivant dans l'eau. Elles sont également à prendre en compte dans le plan de conservation. Les sites Ramsar, c'est 2200 zones d'importance internationale, soit plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est une superficie supérieure à celle du Mexique. Pourquoi est-ce important de conserver les zones humides? Les zones humides représentent 25% de l'alimentation mondiale, à travers les cultures, la pêche et même la chasse. En plus, 30% des espèces protégées et remarquables vivent sur ce type de milieu. Ces zones peuvent donc nous apporter beaucoup, mais on l'a souvent découvert qu'après les avoir détruites. Premièrement, elles ont un rôle économique important, à travers différentes activités comme l'aquaculture, la pêche, la production d'osier, de sel, de tourbe, et même pour le tourisme. Si ces activités sont bien menées, elles peuvent même mettre en valeur les zones humides sans les dégrader. Ensuite, elles possèdent une fonction hydrologique. Elles participent au stockage et à la restitution progressive de grandes quantités d'eau. Elles maintiennent le débit des cours d'eau, permettant l'alimentation des nappes lors de périodes de sécheresse. Et inversement, elles diminuent les inondations en retardant le ruissellement des eaux. Elles jouent également un rôle de maintien et de protection des sols. La végétation des zones humides fixe les berges, les rivages et participe ainsi à la protection des terres et des dunes contre l'érosion. De plus, elles ont une fonction dépolluante importante. Ces zones contribuent à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme filtre épurateur et favorisent le dépôt des sédiments ainsi que le piégeage de substances dangereuses par les végétaux, comme le nitrate et le phosphate, à l'origine de l'eutrophisation, c'est-à-dire de la diminution de l'oxygène des milieux aquatiques. Elles absorbent également une bonne quantité de toxines issues de pesticides agricoles et de résidus industriels et miniers. Bien entendu, elles possèdent une fonction biologique majeure, car elles abritent près d'un tiers des espèces végétales remarquables et la moitié des espèces d'oiseaux français. Elles peuvent servir d'étape migratoire, de lieu de reproduction, d'hivernage ou remplir une fonction d'alimentation pour de nombreuses espèces. Elles ont donc une productivité biologique très élevée. Elles interagissent également avec le climat en influençant localement par des phénomènes d'évapotranspiration qui modèrent les effets de sécheresse et restaurent l'eau des nappes phréatiques. De même, elles relâchent de l'air humide qui refroidit naturellement et atténue les îlots de chaleur urbains. C'est aussi un puits de carbone naturel très efficace car ce dernier est retenu par la végétation via la photosynthèse. De plus, à condition qu'elles ne soient pas dégradées, les tourbières jouent un rôle primordial. La transformation progressive de végétation en tourbe accumule pendant des milliers d'années des quantités importantes de carbone. À l'échelle mondiale, les tourbières recouvrent 3% de la surface terrestre, mais stockent 2 fois plus de carbone que les forêts qui couvrent 30% de surface terrestre. Pour finir, c'est un bon support scientifique et pédagogique pour la prise de conscience de la diversité, de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes. Elles servent par exemple à l'étude des pollens et des spores accumulés dans le milieu. En effet, ces terrains pauvres en oxygène et acide n'ont pas permis aux micro-organismes de se décomposer et offrent ainsi aux scientifiques des archives à décrypter concernant la flore et le climat des temps passés.
Y en a-t-il beaucoup? À vrai dire, pas vraiment. Elle couvre environ 2,6% de la planète et 3% du territoire français, mais elle joue un rôle très important. Malheureusement, depuis 100 ans, plus de 64% de ces zones ont été asséchées ou perdues. Qu'est-ce qui cause leur disparition? Premièrement, la fragmentation est une cause importante de leur dégradation, via notamment l'agriculture, dont l'État a encouragé à intensifier les pratiques et à mettre en culture les zones humides pour nourrir la France d'après-guerre, mais également l'aquaculture, dont les bassins remplacent peu à peu les marais salants, dont l'exploitation a été abandonnée. Cela se traduit souvent par une dégradation paysagère et la rectification des berges. L'extraction de matière joue également un rôle destructeur, avec notamment l'extraction de granulats pour la réalisation de divers travaux et de tourbes qui servaient autrefois de combustible. Ensuite, l'aménagement des cours d'eau, afin de lutter contre les crues et favoriser la navigation, engendre la disparition de milieux et donc de la diversité qui les habite via la création de canaux ou de barrages. Bien évidemment, la pollution en est une des causes principales, avec les produits phytosanitaires dont la consommation a doublé entre les années 70 et 90 et qui sont à l'origine de phénomènes dits d'eutrophisation. En effet, les sols lessivés par les eaux de pluie peuvent véhiculer des produits phytosanitaires qui viennent soit directement détruire la flore et par extension la faune, s'il s'agit de pesticides, soit les enrichir excessivement en éléments nutritifs, s'il s'agit d'engrais. Cet enrichissement se traduit par la prolifération anarchique de végétaux qui provoque une diminution de l'oxygène et engendre l'asphyxie de poissons et la dégradation du milieu. On retrouve de même d'autres types de pollution, tels que le rejet d'hydrocarbures ou la pollution thermique due au largage de l'eau de refroidissement des centrales, qui induisent la disparition ou la modification des communautés végétales ou animales. Les prélèvements d'eau en augmentation à cause des besoins croissants de l'agriculture, de l'industrie et des populations induisent la remontée du sel vers les littoraux, changeant la végétation et la faune et causant la disparition de certaines zones. Le fait de boiser certaines zones humides afin de rentabiliser les terres impropres à la culture à cause des surplus d'eau entraîne une modification écologique, la diminution de la diversité, l'épuisement des sols, l'abaissement des nappes et la modification du paysage. Enfin, le changement climatique actuel peut également modifier nos zones humides en submergeant les littoraux avec la montée des eaux ou en asséchant les milieux. Donc, si j'ai bien compris, les actions de l'homme défavorisent les zones humides qui petit à petit subissent des pertes de végétation, de faune, voire même disparaissent. Mais comment on pourrait faire pour remédier à tout ça? Venez le découvrir! Et on voulait vous proposer de réfléchir un petit peu sur comment ces zones humides elles sont gérées, comment on fait pour les garder, faire en sorte qu'elles ne disparaissent pas en fait, puisque il y a forcément des choses qui ont été mises en place. Donc je voulais savoir que les gens savent, enfin ce que vous saviez et qu'est-ce que vous imagineriez au pire pour les protéger. On attend les réactions maintenant. N'hésitez pas. Donc peut-être qu'on pourrait un peu lancer le débat en parlant du fait qu'on avait dit que bien exploitées, ces zones seraient protégées. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, si vous êtes d'accord ou non. N'hésitez pas à prendre la parole. Bon, peut-être que je vais pouvoir lancer à la limite mon avis, s'il faut. Ouais, vas-y. S'il y en a qui ne peuvent pas parler en tant que participants, il faut lever la main
pour que j'active la possibilité de vous activer le micro, juste pour répéter. Et sinon, et ben tiens, il y a le Saint-Père qui veut parler. Du coup, permettre de rétablir le son. Donc maintenant, le Saint-Père peut activer son micro s'il le souhaite. Alors, je sais pas ce que vous avez dit juste avant pour lancer le débat, j'ai mal entendu. Mais moi, j'allais vous parler du LIFE, les projets LIFE en Europe, et en particulier un projet qui s'appelle le projet LIFE Anthropofence, qui a pour but qui réunit en fait les conservatoires de Wallonie en Belgique et des Hauts-de-France en France pour la gestion, la préservation et la restauration des espaces des zones humides, en particulier des tourbières. Et voilà, hein, donc des actions de restauration pour commencer. En travaillant sur l'étude des pollinisateurs, par exemple, en se concentrant sur la préservation d'espèces, j'ai oublié comment on appelle des espèces remarquables. Et voilà, je ne sais pas si on m'entend bien là. Si, on t'entend bien. Et la remarque, elle est hyper pertinente parce que Programme Life, il y en a eu une, du coup, dans la vallée angevine, où c'était concernant le râle des genêts, pour viser, en fait, comme c'est une espèce emblématique, à le sauvegarder. Et il vit principalement, normalement, dans les zones humides, si je ne me trompe pas. Dans les prairies. Ok. Ça en fait partie, normalement. Si c'est un méga forbier prairie de zone humide. Mais je parle sous couvert des spécialistes. Voilà. Tu parles bien. On a eu d'autres mains levées, je crois, non? Non, il y a juste le Saint-Père. D'accord. Mais du coup, oui, pour tout ce qui est protection, donc on a eu les programmes LIFE qui ont donné des budgets principalement. Et du coup, ça vient de l'Europe, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi, du coup, tout ce qui est zone Natura 2000, où on a essayé de classer les zones humides à l'intérieur. Qui sont aussi à l'échelle européenne. Donc après, comme disait Constance, si personne ne essaye il y a eu du coup plein de choses faites au niveau de l'agriculture. Par exemple, il y a l'État qui a essayé de mettre en place des réglementations et des financements pour que l'agriculture et la pisciculture soient plus respectueuses de l'environnement et que du coup, on cause moins de dégâts sur ces zones-là. Et dans pas mal de régions, ils essayent de vanter un peu plus tout ce qui est pastoralisme pour être en lien avec ces zones humides. Donc, il y a certains élevages de moutons qui peuvent se faire. Après, je ne connais pas énormément d'espèces non plus qui peuvent aller brouter en zone humide. Il y a les chevaux qui sont souvent utilisés. Puis on a certaines races aussi de bovidés qui peuvent y aller, puisque c'est les Highlands qui viennent en général d'Irlande et qui sont bien habitués à des zones inondées. Et Écosse, merci Sylvain. Et on peut les mettre dans des zones où il y a un peu d'eau, quoi. Donc ça ne le dérange pas trop. Ouais, elles sont très rustiques. Et les chevaux sont de plus en plus utilisés. Par exemple, le conservatoire d'espace naturel de l'Allier avait à sa charge certains terrains qui s'embrousaillaient. Et donc, ils sont revenus finalement à un entretien non pas mécanique venant de l'homme, mais plutôt à un pâturage extensif des chevaux. Et petit à petit, ils ont retrouvé un territoire un peu plus ouvert et certaines espèces remarquables végétales sont réapparues. Donc ça veut dire que si des milieux commencent à se fermer et que on est en train de perdre une zone humide, c'est pas impossible de la récupérer et de faire revenir certaines espèces qui commencent à disparaître. Si j'ai bien compris. Oui, mais c'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire qu'on a plein de milieux qui sont ouverts et qui ont été ouverts pour certains avec du pâturage, donc avec une action humaine. Et puis, lorsqu'on a eu la déprise agricole et qu'on a perdu cette activité de pâturage,
eh bien, on a perdu finalement le milieu qui allait avec. Et ça, c'est valable pour tous les milieux ouverts, également sur la garrigue en Méditerranée. Il y a une intervention de Le Saint-Père qui veut encore intervenir, apparemment. Tu peux activer ton micro. Oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui peut entraver la mise en place des restaurations et de leur aboutissement jusqu'au retour d'espèces remarquables et la meilleure santé d'une zone humide comme une tourbière. Ouais. Si vous avez des idées. Personnellement, je pense que si c'est sur le territoire d'une commune, par exemple, il faut que la commune elle ait cette envie et cette sensibilisation à la restauration des écosystèmes qui sont présents sur son territoire. Et après, c'est une notion souvent de budget. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément les moyens ou les connaissances pour faire intervenir, par exemple, un bureau d'études, de faire une analyse et de voir si, effectivement, on a besoin de restaurer des habitats pour que les espèces remarquables puissent les repeupler. Donc, si j'essaie de résumer, c'est surtout une question de politique et d'intérêt financier. Pas d'investissement sans véritable retour financier. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et après, là, on interviennent plein d'acteurs en même temps. On va voir tout ce qui concerne la partie politique, donc avec la municipalité, par exemple, mais après, on va aussi avoir les organismes type SDAGE et SAGE, donc qui, eux, travaillent aux échelles de bassins versants. Et puis, on a les bureaux d'études qui sont au milieu, qui ont aussi une influence, les conseils départementaux. Et donc après, c'est la coordination de tout ça qui peut résulter justement dans une restauration écologique ou pas. Restauration qui est normalement favorisée par certains décrets européens, mais c'est très lent à mettre en place. Ok. Est-ce que vous avez une idée de ce qui encourage le plus à une restauration? Quel critère fait qu'un endroit va particulièrement susciter un intérêt et une mobilisation financière de la part d'une commune, d'une région ou les retours dont on dispose souvent, c'est la qualité de l'eau. Voilà. Parce que effectivement, on a pas mal d'études qui se font souvent sur le cours d'eau pour justement essayer de déterminer cette qualité de l'eau, soit par des indices biologiques avec des insectes, soit par des indices chimiques avec les présences de métaux lourds et de hautes polluants. Et souvent, c'est la qualité de l'eau qui prône. C'est-à-dire que dans notre rivière, on a une qualité d'eau qui est assez médiocre. Et on est obligé d'aller puiser en profondeur pour essayer de trouver de l'eau de bonne qualité. On n'est pas à mettre des milliers d'euros pour la traiter et la dépolluer. Donc voilà, souvent, c'est le premier des arguments. dans le chat. Si la réponse a été faite, j'ai d'autres personnes qui posent des questions et qui lèvent la main. Du coup, je vais passer peut-être la main à Julien Marine. Je vais te désactiver, enfin, je vais te permettre d'activer ton micro et de pouvoir poser ta question. Oui, merci. Alors moi, ma question, c'est pour savoir, une fois que le milieu il est restauré, je sais qu'il y a la possibilité de mettre en place des moyens de suivi pour voir si cette restauration elle est efficace. Mais je voulais savoir si c'est suivi après la restauration et c'était systématique ou si ça dépendait du budget, etc. Alors, en général, ça va dépendre souvent du budget et de ton plan de base quand tu fais ton dossier. C'est-à-dire que en début, dans ton dossier, la personne va prévoir donc les analyses avant travaux, par exemple, pendant et après. Et souvent, on met des suivis de 2 ans parce que c'est ce qui est le plus simple et moins cher, je pense. Après, encore peut-être confirmation. Et donc, du coup, les suivis qui vont être derrière, c'est plus une question de budget, enfin, en tout cas, de mon point de vue. Mais il y a quand même un minimum de suivi qui se fait après. Pas toujours. Oui, il y a toujours un minimum mais il y a quand même un minimum pour certains travaux. Parce qu'il faut quand même savoir si ça a bien fonctionné ou pas. Mais, du moins, c'est demandé d'avoir un suivi. Ce serait la moindre des choses de savoir si l'argent qu'on a mis dans le projet, elle a servi à quelque chose ou pas. Mais des fois, c'est même pas proposé. L'étude est faite et puis ensuite, c'est fait, c'est fait.
Et à l'inverse, nous, on a vu récemment en cours que des fois, il faut attendre 5 à 10 ans pour voir ce que, par exemple, les populations d'amphibiens, comme elles ne réagissent pas toutes de la même manière, certaines sont plutôt pionnières, vont arriver peut-être 1 ou 2 ans après, et puis certaines vont arriver 5 ou 10 ans après. Donc là, c'est vrai qu'on a un compromis qui s'installe. Donc souvent, le suivi, comme dit Marianne, c'est aux alentours de 2 ans. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais D'accord, merci. Mais c'est pas le plus optimal. Des fois, on n'a pas de suivi qui est fait, ou qui n'est pas sur un long terme. Donc on a créé une nouvelle mare, par exemple, et puis si on revient 5 ou 10 ans après, la mare s'est fermée parce qu'en fait, on a plein d'arbres qui ont poussé au milieu. Ce qui fait que la mare qu'on a créée, sur les 2-5 ans, elle a été utile, et puis au-delà, comme elle ne voit plus la lumière du jour, elle est complètement délaissée par certaines populations. Donc c'est très compliqué finalement. Je trouve ça quand même assez dommage que ce soit pas obligatoire d'avoir des suivis en fonction de l'écosystème qui est pris en compte, parce que c'est un peu nul de dire on restaure pour restaurer et puis après ça se débrouille, quoi. Oui, c'est ça. Après, est-ce que... Après, ce qu'il faut... Pardon, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes qui mettent en place de la gestion de restauration, il faut également qu'ils aient des financements de CDD ou de stagiaires pour continuer à moyen ou long terme de faire des relevés écologiques, et ce que du coup tout le monde ne peut pas faire en tant qu'organisme ou association. Et du coup, c'est quelque chose qui doit être pris en compte lors de l'élaboration du dossier, du coup. Donc voilà. C'est bien de le faire, c'est vrai, mais du coup, c'est pas toujours possible et c'est vrai que c'est dommage. Marianne? Oui. On a une question sur le tweetback là. Oui, j'allais justement la mettre après, Ça va. j'attendais la fin, s'il y a tout qui est bon en réponse. Oui, c'est bon. Merci pour ta question. Merci à vous. Mais de rien. Du coup, on a une question, c'est de Dan. Oui, Ouais. vas-y. Ok. Qui demande donc pensez-vous qu'il serait possible de faire de certaines zones humides des lieux visitables par les touristes ou simplement de personnes curieuses? Et si oui, pensez-vous qu'en profiter pour sensibiliser ces personnes serait une bonne idée? Alors, on a déjà des zones humides qui sont des lieux que tu peux visiter. On en a, les basses vallées angevines sont un bon exemple, avec l'île Saint-Aubin par exemple. Voilà. Donc, et c'est des endroits, oui, on va sensibiliser beaucoup. Il va y avoir des sorties souvent, par exemple, la LPO fait souvent des sorties sur l'île Saint-Aubin pour observer ou autre. Donc, oui. Tout à fait. Effectivement. Et Pégase, nous, je crois qu'il y a aussi du grand. Oui, il y a le Grand Lieu qui fait pas mal aussi. Et nous, l'association Pégase, on a traditionnellement fait des sorties amphibiens à l'étang Saint-Nicolas pour justement sensibiliser un petit peu. Donc il y avait la sortie qui était faite pendant les GNZH, voilà, où on avait un public beaucoup plus large. Et puis ensuite, à l'échelle de l'année, pendant l'année scolaire, c'était surtout des étudiants, pas forcément en sciences, qui participaient. Et là, justement, au GNZH 2021, il y a le projet justement des balades autour de l'étang Saint-Nicolas et du lac de Maine qui ont justement pour vocation de divulguer quelques informations, quelques fun facts à propos des zones humides pour justement les touristes et les personnes curieuses. En flashant un QR code, on est redirigé vers un quiz, vers quelques vidéos ou des fiches d'informations sur différents sujets comme les ragondins, les jussies, l'aéronnière, etc., etc. Dans le but de sensibiliser. On a encore le Saint-Père qui lève la main. Et tu peux activer ton micro. Ouais, j'ai pas mal de choses à dire. C'est très bien.
j'ai corrigé des mémoires sur les zones humides, tout ça, donc forcément, ça me touche. Est-ce que vous avez un avis sur la place des sciences participatives dans la gestion de ces zones-là particulières? Et est-ce que vous avez aussi un avis sur... alors là, je vais poser un peu un contexte. Il y a eu les accords de Paris, il y a quelques années, ok, et dans les accords de Paris, globalement, l'Europe, et la France en particulier, cherche à atteindre une neutralité carbone. Donc tout à l'heure, on parlait de stockage du carbone, et effectivement, les tourbières, c'est des zones qui stockent le carbone de manière extrêmement efficace. Et du coup, pensez-vous qu'il y a la possibilité qu'il y ait un grand regain d'intérêt pour ces zones-là? Et est-ce que vous avez une idée d'en faire, entre guillemets, la publicité pour inciter à la dépense autre que les sciences participatives, par exemple? Très bonne question. Est-ce que chacun veut répondre à son tour? Ce serait peut-être pas mal dans les intervenants. Et voir qu'on ait un avis un peu tous différents, je pense. Voire ou peut-être commun. Du coup, tu veux commencer, Sylvain, ou je commence, ou peut-être Manon ou autre? Honneur aux dames, Marianne, je t'en prie. C'est gentil. Alors, par rapport aux sciences participatives et à l'avis par rapport à ça, personnellement, moi, je trouve ça très intéressant par rapport pour amener le public, le grand public, mais aussi des personnes sensibilisées, hein, à se poser des questions sur les milieux qui les entourent, l'état de la biodiversité qu'il y a, et en plus, ça permet en même temps de faire un lien avec les chercheurs, ce qui n'est pas forcément facile souvent à faire entre le public et les chercheurs. Donc moi, je suis plutôt à un avis positif par rapport à ça. Après, je pense que oui, il y a peut-être un encadrement à faire par rapport au public, parce que peut-être qu'il peut faire plein de bêtises sur le lieu. Mais je pense que c'est quand même plutôt pas mal expliqué aujourd'hui. Après, ce qui concerne l'accord de Paris et le regain d'intérêt par rapport avoir plus d'argent par rapport au fait qu'on veut faire du stockage de carbone, j'ai pas spécialement bien suivi le procédé, j'avoue. Mais ça peut être une idée. Si tu veux, je vais t'éclairer un poil, parce que c'est vrai que comme ça, en gros, sur la politique européenne depuis les années 2000, il y a une volonté non pas de vouloir faire disparaître l'impact carbone des entreprises et des industries européennes, mais une volonté de la compenser par la restauration de zones humides, de zones naturelles, le stockage du carbone quelque part, quoi. Le fait de compenser l'impact anthropique par un impact naturel d'origine anthropique. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, cet objectif, il est vain. Enfin, moi, personnellement, je suis pas très... c'est bien d'avoir cet objectif-là, hein, c'est très engageant. Mais pour moi, là, ça va être que du papier. Parce que sur le territoire, quand on regarde déjà, c'est que, comme elles ont pu le montrer dans la vidéo, hein, c'est que 3% du territoire mondial. Au vu de toutes nos activités, je suis pas sûre que même en restaurant, en compensant ou en créant de nouvelles zones humides, ça puisse compenser totalement ce qu'on rejette en carbone. Après, là, c'est un avis... Là, on est en zone humide, mais tous les sols stockent du carbone. Et c'est ça qui est intéressant. Mais faire que les zones humides, est-ce que c'est vraiment intéressant en soi? Les zones humides, peut-être pas. Mais faire diversifier. Ouais, et puis en plus, l'idée est mal placée, je trouve, dès le départ. C'est un peu reculer pour mieux sauter. Il faudrait, d'accord, trouver ces mesures de compensation avec les sols, mais aussi faire attention au taux de carbone qu'on libère, dans tous les cas. Et pour reprendre un peu ce que disait Marianne avec les sciences participatives, c'est hyper intéressant comme méthode et de les mettre en valeur, mais avant ça, il faut faire beaucoup de sensibilisation si on veut amener les gens sur le territoire à y participer, justement. Et donc, multiplier un peu les actions comme les JMZH ou les fêtes de la nature pour que les gens se sentent déjà sensibilisés
et viennent sur ces projets. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, c'est très clair. Mais le souci de ces événements, c'est que ce sont déjà des personnes qui sont un minimum sensibilisées qui viennent. Au même titre qu'au Grand Lieu, c'est une zone qui est super intéressante, mais le public qui y vient, il est déjà un minimum sensibilisé à l'écologie, à la protection des oiseaux, etc., etc. Et en J'ai fait, peut-être une petite intervention. c'est l'autre partie. C'est l'autre Bah, partie après, de la sur l'autre partie, population qui est la plus compliquée à intégrer dans quel service écosystémique on reçoit. Quels sont les points positifs que l'on tire de ces écosystèmes, sans même s'en rendre compte. Après, je pourrais rajouter pour les personnes qu'on n'arrive pas à toucher, là, il y a aussi des séances participatives qui vont être pour les enfants. En général, ça c'est connu sous le nom Viginature aussi. Et en fait, ils interviennent dans les écoles. Et je pense que là, il y a aussi un travail qui peut être fait de sensibilisation qui peut être très énorme en passant par eux. Et ces enfants-là vont amener après les parents à les sensibiliser, quoi, tout simplement. Oui, ou les associations de médiation scientifique comme Medios pour sensibiliser. Mais oui, je suis totalement d'accord avec ce principe-là. Je vois une main levée. Oui, Mélina. Ouais, je vais te permettre d'activer ton micro si tu as une intervention à faire. Tu peux. Ouais, salut. Alors, moi, je voulais juste revenir sur la compensation, parce que du coup, on a parlé là par rapport aux accords de Paris, mais je sais que ça se fait de plus en plus maintenant quand il y a des projets d'infrastructure ou de construction où en fait, on va détruire le milieu en disant oui, mais on va le compenser plus loin. Et je voulais avoir votre avis parce que pour moi, personnellement, ça peut être un avantage dans le sens où on va essayer de limiter les dégâts, mais ce sera jamais mieux que la destruction du milieu naturel en lui-même. Il faut savoir que quand on détruit un milieu naturel, on détruit des millions d'années de mise en place de ce milieu. Donc quand on compense, obligatoirement, il y aura une perte qui sera énorme. Et moi personnellement, c'est tout ce qui rentre dans la séquence ERC, c'est assez compliqué à mettre en place. Maintenant, c'est mieux que rien. Je préfère avoir ça que on détruise un milieu et qu'il n'y ait rien qui est fait à côté. Et c'est ce qui se passe chez moi. Voilà. Je suis originaire des Alpes du Sud et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a de la construction et la démarche ERC, éviter, réduire, compenser, elle n'est même pas connue des municipalités. Elle n'est même pas connue. Donc, c'est-à-dire que la compensation, on ne peut même pas l'envisager puisque on ne la connaît pas. Et c'est un véritable problème. Mais c'est pas devenu obligatoire? C'est peut-être devenu obligatoire, mais quand on n'est pas au courant. Oui, d'accord. Pour la DCE européenne, c'est le même principe. On a des obligations, mais c'est pas le petit patelin de 3000 habitants qui va forcément être au courant. Oui, donc en fait, les mesures sont mises en place, soi-disant pour aider, mais si on n'est pas au courant, en fait. Voilà, c'est ça. Angers, par exemple, ce sont plutôt de bons élèves. C'est pas pour faire les glorifier, mais ça se débrouille plutôt bien. Comme il y a les Basses-Vallées angevines, la Loire juste à côté, c'est quelque chose qui est un petit peu ancré dans les populations. Par contre, moi, dans les Alpes du Sud, on a beau se vanter des fois d'avoir un territoire exceptionnel, les communautés de communes, par exemple, elles ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Ok, bon, je vous remercie pour votre réponse. Et je voulais juste voir, parce que du coup, on a parlé des projets LIFE et des zones Natura 2000 pour la protection, mais même si c'est pas de façon réglementaire, il y a aussi les trames vertes et bleues qui peuvent peut-être aider aussi à savoir pour les critères de restauration des zones humides, non? Je suis pas sûr que ça rentre dans la thématique vraiment restauration. C'est plutôt pour accompagner. On a des tâches d'habitat vertes, par exemple, et on va essayer de créer un corridor entre les deux pour augmenter la connexion dans le réseau. Après, dans la restauration, je ne sais pas vraiment. Restauration, c'est plutôt, on a l'habitat, il est médiocre, et on va essayer de le faire revenir à un état un peu meilleur pour faire revenir les espèces. Et je ne sais pas si les trames vertes et bleues rentrent dedans. Bonne question. Ça va peut-être plus avec les SRCE, je pense. Mais SRCE, c'est dans les trames vertes et bleues. Après, si on regarde au niveau peut-être des cartographies, je sais que généralement, ils mettent si c'est à restaurer ou à maintenir.
Oui. Donc peut-être que ça peut être une voie aussi pour... Et encore une fois, c'est pareil, le SRCE, c'est un bon outil, mais il n'y a pas encore toutes les régions qui l'ont adopté. Alors non, enfin le SRCE, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une loi qui a fait, c'est la loi de 2015, la loi NOTRe, avec le changement des régions, qui a fait que les SRCE, qui étaient des schémas de région de cohérence écologique, si je me trompe pas, étaient valables pour les anciennes régions. Et maintenant, c'est passé en SRADET. Donc maintenant, qui devait être adopté en 2019, sauf que les dernières régions l'ont adopté courant août actuellement. En tout cas, pour Pays de la Loire, c'était courant août 2020, donc c'est très récent, c'est en retard. Ça a un peu du mal à prendre route, quoi. Il y a le côté administratif et après il y a le côté un peu pratique où prend un peu plus de temps. Mais ça prend lentement. D'accord. Bon, bah, merci pour vos réponses. Avec plaisir. Pas de souci. Est-ce que d'autres personnes ont envie ont des questions, ont des choses à ajouter, peut-être des choses qui nous auront échappé dans ce qui est fait pour protéger. Oui, Dan, je t'active ton micro, ton son du moins. Tu peux l'activer pour poser ta question. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Ok, très bien. Je me posais la question, quand vous aviez parlé de sensibilisation au niveau des enfants, savoir s'il y avait des sensibilisations qui étaient faites, mais avec des interventions de groupes de personnes dans des écoles, par exemple. Par exemple des associations ou même un parc, une réserve naturelle? Oui. Alors je connais un objectif qui est très récent, qui est mis en place, c'est les aires naturelles protégées, quelque chose comme ça. Je sais plus, je sais plus le nom exact, mais c'est en gros des enfants qui vont un peu faire un travail de A à Z, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une zone dans leur ville. Donc en général, dans le cas là, c'était une réserve naturelle qui le faisait, qui proposait 3 zones différentes, donc un parc, etc. Et ils leur demandaient qu'est-ce qu'ils voulaient mettre en place, quels étaient leurs objectifs de protection, etc. Et donc là, dans cet exemple-là que j'ai, qui a été fait avec la réserve naturelle de la Bassée, ils ont voulu mettre des nichoirs, etc. Ils ont organisé une journée pour enlever les déchets, ou dans cette journée-là, ils ont amené leurs parents justement et ils nous ont montré tout ce qu'ils ont fait, donc les nichoirs, pourquoi c'était leur devoir d'expliquer, donc c'était des enfants actifs. Et donc oui, il y a des actions comme ça qui sont faites, donc c'est un des exemples que j'ai là actuellement. Après, de tête comme ça, est-ce qu'il y en a d'autres? Souvent oui, peut-être les animations aussi qui sont faites pour les enfants. C'est laquelle? Celle qu'on a vue avec Audrey Cadou au lac du Grand-Lieu. Donc là, c'est pareil, le Grand-Lieu, il accueille le public et il accueille des classes pour justement un peu de sensibilisation écologique. Ça, tous les parcs réserves, normalement, je pense, le font très souvent, en tout cas. Oui, après, ça plus ou moins. Après, du coup, je vais rajouter, parce qu'il existe de nombreux organismes qui sont dédiés à l'éducation à l'environnement, comme les CPIE ou également des organismes privés ou publics qui proposent de nombreuses activités à des classes ou en termes d'animation libre avec des activités manuelles ou des sorties. Il y a également des associations comme la LPO ou France Nature Environnement qui propose toujours des animations sur l'environnement et du coup elles sont toujours accessibles à tous, donc voilà. Merci Gwen. Voilà. Et est-ce qu'on répond bien à votre question ou vous avez d'autres précisions à demander? Non, pas spécialement. Vous avez très bien répondu. Merci. Mais de rien. On arrive presque à la fin de cette conférence. Est-ce qu'il y a des dernières questions à poser ou d'autres interventions? Oui, Cécile. Je vais t'activer le micro. Enfin, pour que tu puisses l'activer. C'est bon. Vous m'entendez?
Oui. Oui. Du coup, moi, c'était simplement pour vous remercier de cette conférence qui était très enrichissante. Et je trouvais que l'intervention du coup de Medios et de reprendre la parole sur la vidéo, c'était quand même pas mal parce que du coup, malgré les bugs informatiques, ça a aidé quand même à la présentation. Et tout ce qui était question après derrière, vous y avez vachement répondu. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas cette conférence et je tenais à le dire. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci à Medios aussi. Merci. Et du coup, ben, je pense que je vais pouvoir lancer le discours de fin. Déjà, je remercie Manon et Constance qui étaient présents pour Medios. Et n'hésitez pas à les rejoindre. Ils font beaucoup d'activités eux-mêmes de leur côté, puisque bah, c'est une association quand même de base pour sensibiliser. Donc, allez les suivre. Ils sont présents, je crois, sur Facebook et peut-être Instagram, si je ne me trompe pas, Manon. C'est ça, on est limite plus actifs sur Instagram, où on publie régulièrement quand même quelques petites, des petits posts de médiation. Voilà. Constance, tu veux rajouter quelque chose? On partage aussi beaucoup de stories, des comptes que je trouve intéressants, qu'on trouve intéressants avec le Polcom. Donc voilà, si vous voulez découvrir de nouvelles petites choses, ça peut être sympa. Donc on vous indique n'hésitez pas de les suivre. Et pour ce qui concerne du coup cette semaine avec Pégase pour les Journées mondiales des zones humides, donc demain vous retrouverez en conférence Sylvain Grimaud qui est ici présent et qui va peut-être faire un petit avant-goût de ce qu'il présente demain si tu le souhaites. Je te laisse présenter puis je reviendrai derrière s'il faut. Je te laisse présenter tout le programme d'un coup, ça évite les... Là, je viens de voir juste une question qui vient d'apparaître il n'y a pas longtemps. C'est quelle zone humide vous semble le plus important en France? C'est une question assez objective. Ouais. Pas du tout, du coup. Moi, je parle avec le cœur parce que j'y suis allée. Mais... Je crois pas qu'on ait défini d'importance en fonction des différentes zones humides. Par exemple, un salin, il n'est pas forcément plus important qu'un lac d'altitude. Donc c'est peut-être le problème, c'est que là, on fonctionne en tout ou rien. Soit on protège rien, soit on protège toutes les zones humides qu'on trouve. Je n'avais pas connaissance qu'il y ait de hiérarchisation. Après, je rajouterais que personnellement, toutes les zones humides sont importantes parce que chaque zone humide est particulière, a une gestion particulière, a une histoire particulière, a des espèces plus ou moins importantes, a des fonctionnements hydrauliques ou écologiques au sein de son territoire toutes différentes. Et du coup, on peut pas, on peut potentiellement, on va dire, parler qu'une zone humide est plus importante en termes de par exemple, gestion hydraulique aux alentours d'une métropole, par exemple, où elle fait office d'éponge pour éviter les inondations de la ville. Mais une mare peut être importante pour les espèces qui vivent dedans. Donc, du coup, c'est difficile de classer une zone humide plus ou moins importante. Ça dépend de quel point de vue on se place également, je pense. Voilà, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais c'est mon point de vue. Du coup, je remercie tout le monde déjà d'avoir été présent, d'avoir interagi et de s'être intéressé au sujet. C'est déjà plutôt un grand pas, je trouve. Un bon début aussi. Merci. Et merci à Medios, l'association, d'avoir produit cette vidéo qui sera mise très rapidement en ligne en tout cas. Et n'hésitez pas, même si vous avez des questions plus tard qui vous viennent, à nous envoyer des messages par Facebook, par Instagram ou même sous la vidéo. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à revenir demain et les prochains jours et à participer sur toutes les activités qu'on vous propose. Voilà. Bonne soirée à vous.